Qu'est-ce que le lymphome? C'est une question qui peut paraître un peu compliquée, mais on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair et surtout pour bien comprendre ces deux grandes familles. Pour commencer, il y a une confusion assez courante avec le lymphome. D'où est-ce que ça part exactement? Est-ce que c'est un cancer des ganglions, du sang ou de la moelle osseuse? La réponse est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. En gros, le lymphome, c'est un cancer qui s'attaque à nos cellules sanguines. Et plus précisément, aux lymphocytes, ce sont un peu les soldats de notre système immunitaire. Et c'est là que ça devient super important. Ce point de départ, c'est ce qui fait toute la différence avec une leucémie. La leucémie, elle, naît dans la moelle osseuse, là où sont fabriquées nos cellules sanguines. Le lymphome, lui, non, il démarre ailleurs, le plus souvent dans les ganglions. Bon, maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Quand on parle de lymphome, en fait, on ne parle pas d'une seule maladie. Non, il faut imaginer deux grandes familles bien distinctes. Et c'est cette séparation qui est la clé de tout ce qui va suivre. Et comment on fait la différence entre ces deux familles? Eh bien, tout repose sur un critère étonnamment simple, la présence ou non d'une seule cellule bien particulière quand on regarde en microscope. C'est le premier aiguillage, celui qui va tout orienter. Cette fameuse cellule, la voilà, la cellule de Reed-Sternberg. Les médecins, les pathologistes la traquent au microscope. Si elle est là, dans la biopsie, le diagnostic tombe, c'est un lymphome de Hodgkin. Si on ne la trouve pas, eh bien on bascule dans l'autre grande famille, c'est des lymphomes non hodgkiniens. Alors, cette famille des lymphomes non hodgkiniens, c'est de loin la plus grande et la plus variée. Et il y a une chose importante à savoir, dans près de 40% des cas, la maladie ne démarre même pas dans les ganglions. Elle peut apparaître directement dans d'autres organes. D'où vient cette diversité? Eh bien, ça dépend de quelle cellule est tombée malade au départ. Dans l'immense majorité des cas, à 85%, ça vient des lymphocytes B. Le reste, ça vient des lymphocytes T, qui sont une autre sorte de soldats de notre immunité. Ok, on a nos deux grandes familles. Maintenant, comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Quels sont les signes et comment les médecins font-ils pour poser un diagnostic certain? Il faut savoir que beaucoup de symptômes sont les mêmes pour les deux types de lymphomes. Le plus souvent, tout commence avec la découverte d'un ganglion qui a gonflé. Typiquement dans le cou, sous les bras ou à l'aine. Il est ferme, mais il ne fait pas mal. Par contre, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le lymphome de Hodgkin a deux signes qui lui sont propres, qui sont très évocateurs. Primo, une douleur dans les ganglions juste après avoir bu de l'alcool. Et deuxio, des démangeaisons intenses, partout sur le corps. Pour un médecin, ça, c'est un indice énorme. Alors comment ça se passe? Pour être sûr, le parcours est assez logique. D'abord, étape 1, on fait une biopsie d'un ganglion. C'est le seul moyen d'être certain. Ensuite, on fait des scanners pour voir jusqu'où la maladie s'est étendue pour définir son stade. Et enfin, une prise de sang complète le tableau. Justement, cette prise de sang, l'hémogramme, peut aussi donner des pistes. Par exemple, si on voit une augmentation d'un certain type de globules blancs, qu'on appelle les éosinophiles, c'est une anomalie qui fait souvent pencher la balance du côté du lymphome de Hodgkin. Bon, le diagnostic est posé, maintenant on passe au plan d'attaque. Et là, on va voir que la stratégie de traitement change du tout au tout selon qu'on a affaire à un Hodgkin ou un non-Hodgkinien. Pour le Hodgkin, comme c'est une maladie assez bien cadrée, le traitement est plutôt standardisé. Ça repose surtout sur de la chimiothérapie, avec des protocoles qui ont des noms de code, comme ABVD ou BOCOP. Ce sont des cocktails de médicaments qui ont fait leurs preuves. Par contre, pour les lymphomes non hodgkiniens, la question est bien plus compliquée. Est-ce qu'on traite tout de suite? Eh bien, ça dépend. Ça dépend d'un truc essentiel, la vitesse à laquelle la maladie évolue. Et ça, c'est une différence capitale. On a d'un côté les formes agressives, qu'on traite immédiatement parce qu'elles peuvent être dangereuses rapidement, et de l'autre, on a les formes à croissance lente, qu'on appelle indolentes. Pour celles-là, parfois, la meilleure approche au début, c'est de ne rien faire et de surveiller. C'est ce qu'on appelle la surveillance active. Du coup, pour les lymphomes non hodgkiniens, la boîte à outils des médecins est plus grande. On combine souvent la chimio avec des traitements plus récents, comme l'immunothérapie. Et pour les cas plus difficiles ou les rechutes, on peut même envisager des options plus lourdes, comme une autogreffe de cellules souches. Allez, pour finir, on récapitule les points clés à retenir. Et on va aborder un dernier point qui est crucial, les complications qui peuvent survenir et qui transforment le lymphome en urgence médicale. Parfois, il arrive que les ganglions deviennent tellement gros qu'ils se mettent à écraser des organes ou des vaisseaux importants. Et là, ça devient une urgence. Il faut agir très vite pour lever cette compression et soulager les symptômes. Donc pour résumer tout ça, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-là. Faire la différence précise entre les types de lymphomes, c'est la base de tout. C'est cette distinction qui va guider le pronostic et toute la stratégie de traitement. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Aujourd'hui, la science découvre de plus en plus d'anomalies génétiques dans ces maladies. Alors, comment est-ce que tout ça va faire évoluer, dans le futur, la façon dont on classe et dont on comprend les lymphomes?